Bonjour, chers frères et sœurs, chers compatriotes. Aujourd'hui, je voulais un peu réfléchir sur un fléau qui gangrène la République démocratique du Congo. Tout le monde parle de la corruption, tout le monde parle des détournements. Et ce qui est plus grave encore, tout le monde dit que Félix Tshisekedi, son régime, c'est un régime de détournement, un régime de corruption, un régime de tous les maux qui concernent le vol, toutes les mauvaises choses en fait. Alors, je voulais qu'on puisse réfléchir. J'ai fait une analyse sur ce sujet. En tout cas, ça donne l'impression que c'est Félix Tshisekedi qui a amené le détournement en République démocratique du Congo. Mais posons-nous des vraies questions. D'abord, quel intérêt aura un président de venir à la tête d'une république et commencer à dire à tout le monde, dit non, voler, détourner? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il va gagner en disant aux gens de détourner? Ça pouvait se comprendre, par exemple, si lui-même il détournait pour son compte, ça se comprendrait. Mais de la façon dont les gens exposent le problème, c'est comme si Tshisekedi, lui, c'est lui qui demande à tous ceux qui l'entourent de voler et de piller le pays. Je voudrais faire remarquer une chose très importante. La corruption en RDC n'a pas commencé ni avec Tshisekedi, ni avec Joseph Kabila, ni avec le président Mobutu. La corruption et le détournement, c'est un fléau qui est enraciné dans nos germes. Permettez-moi que je le dise comme ça. Quand Mobutu était là, tout le monde parlait des vols. Mobutu n'était pas content de ça. On se rappellera d'une phrase qu'il avait sortie en disant que même si donc, c'est-à-dire qu'il en avait marre, il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait arriver, c'est pas moi, à la tête d'une entreprise et détourner tout l'argent de la caisse de l'État. Il ne comprenait pas. C'était difficile pour lui de comprendre. Et pendant la période de Kabila, on va se souvenir que lui-même, Joseph Kabila, je pense qu'il n'était pas aussi content de la façon dont les choses se passaient. Les détournements, la corruption. À un certain moment, il avait créé une institution, j'ai oublié le nom, c'était pour combattre la corruption et les détournements. Il avait placé Luzo Lobambi, l'excellence Luzo Lobambi, qui était l'ancien ministre de la Justice, si je ne me trompe pas. Il avait placé à la tête de cette organisation-là pour combattre la corruption. Et son excellence Luzo Lobambi avait fait un rapport selon lequel chaque année, la République démocratique du Congo perdait au moins 15 milliards de dollars dans les détournements. Maintenant, le mal dans tout ça, c'est quoi? C'était bien fait, l'idée était bien de monter une organisation pour combattre la corruption. C'était bien, l'idée était géniale. Mais là où Kabila a péché, c'est quand le rapport est sorti, il n'a fait aucun effort pour juguler cela. Par contre, on peut même dire que Luzo Lobambi a été puni pour ça, du fait qu'il a révélé qu'il y a beaucoup de trous par lesquels l'argent sort et ça ne profite pas au peuple congolais. Il a été même puni. Et à partir de ce jour-là, on n'entendait plus parler de cette organisation-là. C'était mort complètement. Et jusqu'à ce que Kabila ait quitté le pouvoir, Luzo Lobambi n'a plus occupé un poste important dans le régime de Kabila. Donc les gens disaient qu'il a été puni parce que les caciques n'étaient pas contents, les caciques du régime n'étaient pas vraiment contents de ces dénonciations-là. C'est pourquoi on a essayé de les punir. C'est là où Kabila avait péché. S'il avait fait un truc du genre IGF, par exemple, comme Félix Tshisekedi l'a fait, en tout cas, il allait avoir le mérite d'avoir combattu la corruption. La corruption existe dans tous les régimes. Maintenant, le problème, c'est comment chaque régime se prend pour combattre. C'est de là qu'on va parler aujourd'hui. Quand je compare les trois régimes passés, je peux dire les quatre régimes passés, ici on met aussi pour le court régime de Mosé, de Laurent Désiré Kabila. Selon moi, c'est le régime de Mosé Kabila qui a été le plus, qui a mis tout en œuvre pour combattre la corruption. Après le régime Kabila, c'est le régime Tshisekedi. Parce que pendant la période de Kabila, je me rappelle que tout le monde s'était remis en ordre.
on ne pouvait pas parler de détournement. D'ailleurs, il n'y avait pas de salaire exagéré. Les ministres, les députés, ils n'avaient pas un grand salaire. Donc, Kabila était venu avec un système. Si on l'avait laissé, en tout cas, il allait changer beaucoup de choses sur ce plan-là de la corruption et de détournement. Maintenant, quand Félix Tshisekedi est venu, il a ressuscité l'IGF. L'IGF qui existait depuis longtemps, mais qui était, on dirait, classé dans les tiroirs. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec sa politique, il n'y avait pas de tabous dans le régime de Tshisekedi. C'est-à-dire, quand il y avait détournement, il y avait corruption ou toutes sortes de bévures en ce qui concerne l'argent de l'État, l'IGF avait le pouvoir de communiquer. Tout était au clair, tout était sur la place publique. C'est ce qui fait que, pendant le régime de Kabila, tout le monde parlait de corruption. Mais ça ne veut pas dire que pendant la période de Tshisekedi, il y a plus de corruption que pendant la période de Kabila ou de Mobutu. Non. Par contre, si on parle beaucoup de la corruption pendant le régime de Tshisekedi, c'est parce qu'il a rendu ça banal. Il n'a pas voulu que ça soit comme un sujet tabou, comme dans les régimes passés, où tu ne pouvais pas, par exemple, passer à la télévision pour dire que non, le ministre tel a détourné 20 millions. Qui pouvait le faire? Que ce soit les journalistes, que ce soit les juges, que ce soit, je ne sais pas moi, personne ne pouvait lever son petit doigt pour dénoncer ou pointer quelqu'un du doigt disant qu'il a volé. On entendait les histoires de détournement dans la presse étrangère. Par exemple, il y avait les Panama Papers, parfois la RFI. C'est là où parfois on disait que non, la famille Kabila, par exemple, avait de l'argent dans les banques, c'est pas moi, suisses ou autres, je ne sais pas. On pouvait entendre ça à partir de la presse étrangère, mais au Congo, personne n'en parlait. Maintenant, la différence avec Tshisekedi, c'est parce qu'il a impulsé un autre système. Il a voulu instaurer la peur du gendarme. Donc, quelqu'un est impliqué dans les vols ou dans les détournements, on le met à nu, tout le monde en parle, ça crée des scandales. Et de cette façon-là, quand tu veux voler, tu vas réfléchir 2 fois. Parce que tu sois ministre, que tu sois conseiller, que tu sois qui que ce soit, ton problème sera mis à nu. Ce n'est pas comme dans des régimes passés où les gens se complaisaient entre eux, ils ne pouvaient, où on disait, il y a un adage africain qui dit les loups ne se mangent pas entre eux. Ça s'était appliqué pendant la période de Mobutu et pendant la période de Joseph Kabila. Sauf pendant la période de Mosé Kabila et pendant la période de Tshisekedi, nous voyons que c'est un peu différent. On expose tout celui qui s'est sali les mains, il est exposé. Alors, les gens pensent que la corruption ou le détournement, c'est seulement en RDC ou en Afrique. Non, c'est faux. C'est très faux. Vous savez, tous ces pays occidentaux que nous envions, c'est bien. Il n'y a pas assez de corruption et de détournement. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont sains ou parce qu'ils n'ont pas besoin d'argent. C'est faux. Le problème, c'est qu'ils ont instauré un système qui fasse à ce que personne ne peut voler comme ça. Donc, on a mis certains verrous, ce qui fait que c'est très difficile de voler dans leur système. Tandis que nos systèmes, c'est encore des systèmes archaïques où quelqu'un peut manigancer les choses et voler sans être repéré. Mais ici, ils ont tellement renforcé le système, c'est pourquoi les gens n'ont pas la possibilité de voler ni de détourner. Bien sûr, ce n'est pas au même niveau. On peut dire qu'en Afrique aussi, il y a un problème de mentalité. Il y a la corruption, les détournements partout, peut-être à des degrés différents. Mais ce qui est vrai, c'est que le détournement existe partout. Les voleurs existent partout. Parce que le mot vol même là, c'est en français. Ce n'est pas en dialecte congolais ou africain, c'est en français. Donc, ça existe partout. Pour vous dire que les dirigeants européens ont aussi besoin d'argent. S'ils ne volent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas d'occasion. C'est pourquoi maintenant les dirigeants occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des troubles en Afrique pour gagner de l'argent. Ils se font corrompre par les présidents africains. Quand tu donnes par exemple 1 milliard ou 100 millions à un président occidental et tu lui demandes de soutenir par exemple le changement de la constitution, ça passe sans problème. Pourquoi ne pas se poser la question par rapport à l'attitude que prend la communauté internationale ou les présidents des pays d'Europe vis-à-vis de ce qui se passe en Afrique? Vous allez voir dans un pays où un président veut changer de constitution,
en tout cas, toute la machine se met en branle. On va parler pour l'empêcher de changer la constitution. Mais dans un autre pays à côté, un autre président veut faire la même chose, mais on dit que l'exemple le plus patent, c'est le Congo-Brazzaville. Le président Sassou a manifesté son intention de changer la constitution pour briguer un autre mandat. Qu'est-ce que le président français a dit? Il a dit non, le Congo-Brazzaville, c'est un pays souverain. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur pays, aussi longtemps que le peuple est d'accord. Donc, ils ont cherché comme on dit à Lingala, Mafuta, donc, ils ont cherché à embellir les mots, les phrases pour les rendre un peu consommables auprès de la population. Mais dans cette même Afrique ici, il y a beaucoup de pays où un président a voulu changer la constitution et ils se sont imposés pour l'empêcher. Donc, c'est clair que ça dépend de celui qui donne le plus offrant. Celui qui donne bien, qui donne beaucoup d'argent, il est protégé. Ce n'est pas seulement d'argent. Il y a beaucoup des enjeux qui entrent en jeu. Il y a beaucoup des intérêts qui entrent en jeu. Donc là où il y a leurs intérêts, ils ferment les yeux. On se rappellera du président Gbagbo. Après sa sortie de la prison, il avait fait une interview avec Alain Foucault où il expliquait clairement que Jacques Chirac lui avait demandé de l'argent. C'était beaucoup d'argent, c'était, c'est pas moi, 100 millions ou 1 milliard, je ne me rappelle plus, mais il avait demandé beaucoup d'argent. Il avait envoyé son conseiller en Côte d'Ivoire, on lui a mis cet argent, donc en espèces, parce que quand on fait les virements bancaires, parfois il y a des traces qui vont rester. En espèces, on a mis ça dans un avion, les valises d'argent, et on a envoyé ça en France. Et c'est ce que tous les présidents occidentaux font. Comme ils savent que chez eux, c'est difficile de voler, alors ils se rabattent en Afrique parce qu'ils savent que là-bas c'est un peu du désordre, c'est de la jungle un peu, c'est pourquoi ils aiment. Donc tout le monde a besoin d'argent, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous dise pas que non, ce sont les Africains ou ce sont les Congolais ou c'est le président Félix Tshisekedi qui a mené le détournement. C'est très faux. Je vais peut-être vous surprendre, même tous les opposants qui chantent matin, midi, soir aujourd'hui. Demain, je prie d'abord je prie vraiment mon Dieu qu'il soit au pouvoir demain. Et nous allons les juger. De la même manière qu'on jugeait Kabila, on disait qu'il faut qu'il soit remplacé. Aujourd'hui, Tshisekedi l'a remplacé, mais on s'est plaint de la même chose. Ça n'a même pas commencé avec Kabila, depuis Mobutu. On s'est plaint, on avait dit que Mobutu devait partir. Il a été remplacé par Kabila. Mais qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que non, c'est pire même que Mobutu, il fallait même que Mobutu reste. Et aujourd'hui, c'est la même chanson. Demain, un autre opposant sera au pouvoir et vous allez vous rendre compte que ça sera peut-être pire que ce que nous vivons à la période de Tshisekedi. Corneille Nangaa, par exemple, qui vient pour nous libérer, chaque jour il parle de détournement, il insulte chaque jour le régime en place, il dit que c'est un régime des jouisseurs, des détourneurs. Corneille Nangaa, c'était un simple fonctionnaire de la CENI. Et puis, il a été hissé à la tête de cette institution. Son salaire était de combien? Il a construit des maisons à Kinshasa partout. Il a des villas, des hôtels. Non seulement à Kinshasa, mais partout en province et même à l'étranger. Vous allez me dire que c'est son salaire de la CNI qui lui a donné ces moyens-là de se procurer tous les biens qu'il a, des carrés miniers, tout ce qu'il a là. C'est avec l'argent de son salaire. Je peux peut-être exagérer, peut-être on peut dire que non, il avait son argent avant d'être président de la CNI. Ok. Mais pourquoi il a été sanctionné par les Nations Unies, non, par les États-Unis? C'était parce qu'il avait détourné 100 millions de dollars à la CNI. La première sanction que Corneille Nangaa a eue, ce n'est pas parce qu'il est rebelle, non. C'est parce qu'il avait détourné de l'argent, 100 millions. C'est documenté. Mais aujourd'hui, c'est lui-là qui vient maintenant, il nous parle. Et puis, j'ai comme l'impression que les Africains en général, et les Congolais en particulier, on a une mémoire très courte tellement qu'on oublie les choses vite. Comment on peut oublier que Corneille Nangaa, que d'autres sont en train de soutenir aujourd'hui, est sous sanction pour détournement de 100 millions. Et quand il vient, il fait ces meetings populistes-là pour dire que non, le régime de Tshisekedi, c'est un régime de détourneurs, de jouisseurs. Et puis les gens l'acclament, alors que lui-même, là, il est sous sanction pour avoir détourné. Je ne sais pas comment on réfléchit en RDC.
Tous ces gens-là, les Moïse Katumbi et autres là, ils se battent pour leurs intérêts. Je vais ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez que Moïse Katumbi, l'argent qu'il a, les milliards qu'il a, il prétend, il dit que c'est en vendant du poisson qu'il s'est fait des millions qu'il détient aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, mes chers amis. En RDC, il y a beaucoup de rivières, beaucoup de fleuves, beaucoup de lacs. Et la famille de Moïse Katumbi n'est pas la seule famille à avoir fait la pêche en RDC. Mais citez-moi un seul ou une seule famille en RDC qui est devenue milliardaire, ou même pas milliardaire, millionnaire avec du poisson. Il n'y en a pas. Donc, vous voulez nous faire croire que ces poissons-là, c'était des poissons-là qui obéissaient seulement à la famille de Moïse Katumbi au point de leur faire milliardaire, alors que tous ceux qui sont dans ce domaine-là ne sont même pas millionnaires. C'est faux. Je vais vous dire ce qui s'est passé. La famille de Moïse Katumbi, son grand frère au commencement, Katebe Katoto, il avait ouvert les yeux un peu avant tout le monde. Moi, je suis né et grandi au Katanga. Bon, pas même le Katanga, au Chaba. Donc je suis chabien. Je suis né, grandi là-bas. Je suis né dans une cité Gécamine, dont mon père était un travailleur de la Gécamine. Quand on grandissait, il y avait un endroit où on jetait les déchets de la Gécamine. On appelait ça Malabishi. Bon, c'est un nom anglais, ça on a compris quand on a grandi, c'est un nom anglais, rubbish, mais bon, on a déformé ça, on a dit Malabishi. Malabishi, c'est comme un dépotoir où on jette les saletés, les déchets, donc tous les déchets de la Gécamine, là, on allait jeter ça là-bas. Et quand on était petit, qu'est-ce qu'on faisait? On allait là-bas, on ramassait les fils de fer en cuivre ou en aluminium, on amenait ça et on fabriquait des voitures en fil de fer. Je ne sais pas, les gens de cette époque-là vont se rappeler. Nous, on n'avait pas les jouets des voitures en plastique ou c'est pas moi, c'est qui. Non, on fabriquait les voitures avec les fils de fer et c'était, en tout cas, c'était, je peux dire que c'était du génie. Si ceux qui ont la chance de voir ça, c'était en tout cas très impressionnant. Et on utilisait les fers en cuivre, en aluminium. Pour nous, c'était des jouets. On jetait ça à la poubelle. Personne ne connaissait pas la valeur de ces histoires-là. On allait parfois dans la bourse pour chasser les oiseaux quand on était petit. On utilisait les lance-pierres. Et dans les lance-pierres là, quelles pierres on utilisait? C'était des pierres, des cobaltes, des malachites. Et on ne connaissait pas la valeur de ces histoires-là. Ce sont des histoires qu'on ramassait là-bas au Malabishi, comme on appelait à cette époque. Et on jouait avec. Mais à cette époque-là, la famille de Moïse avait déjà ouvert les yeux. Eux, ils récoltaient ces histoires-là. Ils se sont lancés dans les minerais de la Gécamine. Ils achetaient frauduleusement les minerais de la Gécamine et ils vendaient ça à l'étranger. Et ils se sont fait beaucoup d'argent. Bien sûr qu'ils étaient des fournisseurs de la Gécamine, ils amenaient du poisson. Parce qu'en tant qu'enfant Gécamine, chaque mois, toute famille avait droit à 10 kilos de poisson, des chinchards, 5 kilos de viande. Bon, c'était pas la même chose, selon la taille de la famille. On avait les sacs de farine et tout ça. Maintenant, la famille de Moïse Katumbi, c'était parmi les fournisseurs des poissons à la Gécamine. Dans les poissons qu'on nous dotait là, c'est pas entre autres la famille de Moïse Katumbi qui était des fournisseurs. Ils amenaient des poissons et ils ressortaient de la Gécamine avec les minéraux. À cette époque-là, personne ne connaissait même pas ce que ça signifiait. Parce que ce n'était pas encore libéralisé comme en ce moment. Parce que maintenant, là, tu peux ramasser les fils de fer de cuivre ou c'est pas moi, quelques pierres de cobalt, même si ce n'est pas encore traité. Il y a des Chinois, il y a des Libanais partout qui ont des comptoirs. Tu vas avec ça, on pèse avec les kilos, on te donne l'argent. Mais à cette époque-là, tu peux en avoir. Tu vas faire quoi avec? On ne savait pas quoi faire avec. Pour nous, c'était des déchets, c'était des saletés, donc personne ne connaissait pas que faire avec. Et c'est pendant cette période-là que la famille de Moïse Katumbi s'est fait des millions et des milliards dans ce domaine-là. Donc ce sont des mafieux qui ne viennent pas nous mentir ici qu'ils ont eu des millions dans les poissons. C'est faux et c'est très faux. Si vous demandez à tous ceux qui ont
évolué dans les milieux de la Gécamine, ils vont vous confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, c'est autre chose que le poisson. Donc, tous ces opposants-là, même Moïse Katumbi, quand il veut venir au pouvoir, c'est pour consolider sa richesse. Il n'a pas besoin. Il était gouverneur au Katanga. Nous, on l'a connu pour avoir vécu au Katanga. Moïse Katumbi insultait les gens facilement comme ça. Il a un langage très facile. Il insultait les gens, ses travailleurs. C'est un monsieur très insolent. Et puis, c'est une dictature hors norme. L'exemple le plus illustratif, c'est quand il avait des problèmes avec Muyambo. Lui, il était gouverneur. Il n'acceptait pas la contradiction. Muyambo a essayé de le critiquer et il a récolté ce qu'il a récolté. Moïse a utilisé les 100% Mazembe. C'est une sorte de milice qui... On pense que ce sont les fanatiques de Mazembe, mais c'est une sorte de milice camouflée. Ces gens-là ont débarqué à la résidence de Muyambo. Ils ont pillé, ils ont cassé les voitures, les vitres, ils ont tout cassé. Les vidéos existent. Même maintenant, là, ça y est encore sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'il a été critiqué. Il n'était que simple gouverneur. Maintenant, imaginez-vous, un monsieur comme ça devient président de la République. Est-ce qu'on va boire de l'eau dans ce pays-là? Donc tout ça, c'est pour dire que nous devons nous poser toujours des vraies questions. Je ne cesse d'insister. Faire de bonnes analyses pour voir comment le pays est en train d'évoluer. Ce qui est vrai, c'est que maintenant là, la situation que la RDC est en train de connaître, en tout cas, c'est du jamais vu. C'est une première dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine... Bon, quelqu'un qui détourne, comme on le dit, Tshisekedi, c'est un régime de détourneurs. Mais c'est dans ces détournements-là qu'il a construit des universités, des aéroports, des milliers et des milliers de routes, des écoles, n'en parlons même pas, des bâtiments administratifs partout en République démocratique du Congo. C'est un chantier. La RDC est un chantier, un grand chantier au moment où nous parlons. Mais posons-nous des questions. Ceux qui ne détournaient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'argent? Parce que celui qui détourne, quand même, il construit, et nous voyons. Et ceux qui ne détournaient pas, comment ils vont expliquer ça? Le président Kabila ne détournait pas, mais il s'est construit une cité qu'on appelle Kingakati. Je ne sais pas combien de milliards ça a coûté, parce que les seules bonnes routes qu'on a en République démocratique du Congo, avant Tshisekedi, se trouvaient à Kingakati. Donc vous voulez voir des bonnes routes? Allez à Kingakati. Vous voulez voir, c'est pas moi, les animaux dans leur état naturel, dans des eaux, allez à Kingakati. Donc tout ce qui était bien, c'était pour lui personnellement. Ce n'était pas pour le pays. En tout cas, il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui est en train de se passer au pays. Donc, en conclusion, ce phénomène-là de détournement, c'est un système qu'il faut combattre. Les racines, en commençant par le changement des mentalités. Parce que le Congolais, j'ai comme l'impression que, bon, pas seulement les Congolais, hein, je parle du Congolais parce que je suis Congolais, je parle de mon pays. Je ne veux pas parler des autres personnes, ils peuvent se sentir frustrés. Mais je parle de mon pays. Nous avons une mauvaise habitude. Je peux ouvrir une autre parenthèse. Moi, j'ai travaillé dans une institution de la place en RDC pendant plusieurs années, où les gens sont très bien payés, où le salaire avoisinait les $2500 par mois. Mais vous vous imaginez qu'un chauffeur est arrêté et licencié. Pourquoi? Parce qu'il a vendu 20 litres de carburant. Vous vous rendez compte? 20 litres de carburant. En RDC, 1 litre de carburant à la pompe, c'est, je ne sais pas maintenant, mais ça a toujours varié aux environs de $1. Le prix normal à la pompe. Donc 20 litres, c'est à peu près $20. Ça, c'est au prix normal de la pompe. Mais lui qui a volé ce carburant-là pour aller vendre aux autres revendeurs, donc ils ne peuvent pas lui donner $20 pour 20 litres. Ils doivent lui donner moins parce qu'ils doivent avoir aussi une marge de bénéfice. Donc, on peut supposer qu'il vendait ça à $15 par exemple. Quelqu'un qui touche à peu près $2500 par mois, mais on l'a licencié parce qu'il a volé du carburant qui coûte $15. Vous pouvez comprendre ça. C'est un problème de mentalité. Le Congolais pense toujours que le salaire, c'est le salaire, mais il faut tomber thérapie par jour.
Il n'y a pas jour paye feu mon âne. Donc même si j'ai le salaire de 10 000 dollars ou de 50 000 dollars par mois, mais par jour, je dois gagner quelque chose. C'est une mentalité qu'on doit combattre. Ça, c'est là où les Occidentaux nous dépassent. Parce qu'en Occident, les gens savent faire un budget. À la fin du mois, il a son salaire, il planifie le tout. Tout ce qu'il doit faire, c'est dans ce salaire-là pour tout le mois. Et c'est ce qui nous manque, nous, Africains. Donc nous devons combattre la mentalité. À défaut de combattre la mentalité, on doit aussi mettre des verrous partout. Il faut digitaliser le système. Je ne sais pas comment on doit faire, mais trouver des bonnes solutions pour empêcher les gens de voler. Parce que tout celui qui viendra là, aussi longtemps qu'il n'y a pas de garde-fous, il va détourner, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de saint, que ce soit Fayulu, que ce soit Katumbi, que ce soit Sesanga, que ce soit qui que ce soit. Là où il sera, il va détourner. Ne vous en faites pas. Aussi longtemps qu'on ne va pas mettre les garde-fous, aussi longtemps qu'on ne va pas on ne va pas mettre un système en place pour empêcher les gens de voler, on n'aura que nos yeux pour pleurer. C'est un peu ce que je voulais, c'est cette analyse que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La corruption, est-ce que c'est vraiment Félix Tshisekedi qui a amené la corruption au Congo? Est-ce qu'avec Tshisekedi, la corruption, c'est pire qu'avant? Entre les présidents qui se sont succédés avant lui, quel est le président qui a combattu le plus la corruption? Une chose aussi à savoir que maintenant, avec la période de Tshisekedi, c'est la période où TikTok est en vogue maintenant, dont les informations circulent très vite. Avant, dans les années 2010, 2012, 2015, les réseaux sociaux, ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, c'était difficile de circuler l'information. Mais maintenant, là, un problème peut surgir à 9h10, à 9h11. Tout le monde en parle dans toutes les plateformes des réseaux sociaux. C'est ce qui fait aussi qu'il y a cette viralité-là, un petit problème de détournement, c'est tout le monde qui en parle. Et ça donne l'impression que la corruption s'est aggravée, alors que non, c'est juste l'effet de cette propagation des communications qui fait qu'on en parle et on en entend maintenant beaucoup plus. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine émission.